C'est à Nantes, dans les Pays de la Loire, que se situe le monument que vous avez classé en 14e position. Un monument historique exceptionnel qui fait partie intégrante de la vie quotidienne des Nantais, le passage Pommerais. Libre d'accès et ouvert au public tous les jours, même le dimanche, vous l'aurez compris, ce passage couvert est une galerie marchande. Oui, mais une galerie d'exception. Prouesse architecturale aussi élégante qu'exubérante, le passage Pommerais, c'est tout simplement l'un des plus beaux passages couverts en Europe. Guide conférencière depuis 20 ans, Agnès arpente presque tous les jours les 135 mètres du passage Pommerais et à chaque fois, l'émerveillement est au rendez-vous. Qui ne vient pas au passage a un peu manqué Nantes quand même. Évidemment, c'est un lieu qu'on aime trouver ou retrouver. Et c'est en tout cas voilà, un incontournable pour les touristes. Il faut dire que les détails architecturaux sont si riches qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Colonnes cannelées de style antique, arcades ornementées de feuilles d'acanthe, garde-corps et candélabres sculptés de figures fantasmagoriques, le passage Pommerais allie différents styles entre éclectisme et néoclassicisme. Des 3 galeries se succédant, la galerie Régnier au centre est un vrai bijou. Ici, 20 statues allégoriques représentant l'industrie, les sciences, l'agriculture ou encore le commerce maritime surplombe un escalier monumental en fer forgé qui distribue harmonieusement les 3 niveaux du monument. La structure de fonte du bel escalier est en effet la colonne vertébrale du passage Pommerais. Il est le sens aussi de ce terme, passage, on passe d'un endroit à un autre. C'est l'objet qui est aussi la source de la grande difficulté technique, puisqu'il faut combler les 9,40 m de dénivelé de la fosse vers la butte Gralin. Bâti dès 1840 par Louis Pommerais, un notaire fortuné, ce passage répond alors aux grands principes urbanistes et hygiénistes en vogue à cette période. Le but ici, offrir à l'élite nantaise un luxueux passage commercial reliant la bourse en bas au théâtre en haut. Un lieu surtout plus confortable, plus propre et plus sûr que ne le sont les rues dans le quartier à l'époque. Après 3 ans de travaux titanesques et bien plus onéreux que prévu, le passage est inauguré en 1843. Sur le modèle des passages parisiens plus anciens, avec pas moins de 66 boutiques, il devient très vite un lieu de flânerie prisé des Nantais. Hélas, 5 ans plus tard, la crise économique de 1848 le transforme en fiasco financier et finit de ruiner son promoteur. Louis Pommerais, qui y investit tous ses biens jusqu'à hypothéquer l'héritage de sa femme, meurt le 6 août 1850. Son argent n'est plus, mais son empreinte marquera pour toujours le cœur de cette belle ville de Nantes et de ses habitants. Classé monument historique en 1976, le passage, précurseur du lèche-vitrine à la nantaise, joue encore aujourd'hui pleinement ce rôle. Venez, vous voulez l'essayer quand même? Parmi les 30 commerçants présents ici, Nathalie a une particularité. Elle est la seule qui à la fois travaille et vit dans le passage. Pratique, son appartement est au-dessus de sa boutique et donne sur la splendide galerie centrale. Cela fait 35 ans que je vis, que j'habite et que je travaille ici. Et vraiment, je ne voudrais pas être ailleurs. On se croirait au château de Versailles un petit peu. C'est vrai, en plus petit. Et puis il y a aussi ce côté un petit peu hors du temps. C'est une parenthèse en fin de compte, le passage Pommerais. Une jolie parenthèse urbaine que referme chaque soir José, le gardien des clés et l'artisan d'une toute autre atmosphère. Car une fois fermé, le passage devient calme et muet, romanesque et mystérieux. Entre ombre et lumière feutrée, Nathalie se retrouve alors dans une ambiance quasi fantastique. Ce que j'aime aussi, c'est justement ce côté intime qu'il y a le soir. De rentrer chez soi et de l'avoir pour nous tout seuls. Et donc, du coup, d'en profiter différemment. 8 h du matin, le lendemain, le passage réouvre ses portes et commence le va-et-vient ininterrompu des passants. Le monument de 180 ans est tellement arpenté qu'il peut en être fragilisé. Céline, architecte du patrimoine, est à son chevet depuis 10 ans. Et même si certains éléments comme la verrière ou les statues souffrent parfois, le monument a retrouvé sa superbe en 2015 après 2 années d'une restauration totale qui lui a redonné toute son authenticité.
Le passage, il était en assez mauvais état, mais surtout, il avait perdu beaucoup de décors, notamment les frises de plancher là, qui avaient été en fait remplacées par un bandeau rouge. Et là, on a fait vraiment un travail en fait de restitution pour retrouver ce relief que l'on retrouve dans les images anciennes très clairement quand même. Aujourd'hui, le passage a retrouvé son écrin d'antan, lequel a inspiré bon nombre d'artistes. Le Nantais Jules Verne, bien sûr, Louis Aragon, Jacques Demy ou le dessinateur Tardy. Beaucoup, à leur manière, ont célébré ce lieu. À partir du moment où vous êtes un peu poète, un petit peu artiste, quand vous entrez dans ce passage, le mal est fait. Pianiste hors pair, c'est en musique qu'une autre habitante, Catherine, rend parfois hommage à ce passage qu'elle aime tant. Accompagnée de Xavier, un sopraniste à la voix cristalline, elle transforme ainsi le temps d'un refrain, la galerie centrale, en une surprenante salle d'opéra. De passage à Nantes, vous savez désormais qu'une douce parenthèse enchantée vous attend. Son nom, le passage Pommeraye. Direction la Bretagne et son étincelante côte d'émeraude pour découvrir ceux que vous avez classés à la 12e place, les remparts de Saint-Malo. Gigantesque vaisseau de pierre entouré de mers et de rochers, la forteresse malouine est un bijou d'architecture qui renferme des siècles d'histoire et de secrets. Classés monuments historiques, ces murailles racontent une résistance, celle d'une population vaillante qui a su se protéger de l'extérieur pour mieux le conquérir. Fierté de ses habitants, les remparts de Saint-Malo attirent chaque année plus d'1 million de touristes venus profiter de son air iodé et de son cadre idyllique. Historien malouin de naissance, Gilles voit un véritable culte à ces remparts. Ce que j'aime dans les remparts de Saint-Malo, c'est l'identité qu'ils représentent pour la ville. Ils protègent la ville d'un éventuel ennemi, mais aussi des assauts de la mer. Et la mer, c'est l'ouverture vers le monde. Pour accéder aux remparts, il suffit de s'engouffrer dans Intramuros, le centre historique de Saint-Malo, avant de gravir quelques marches de granit. Encerclant la cité, ces chemins de ronde sont nés il y a plus de 800 ans. Tout débute au XIIe siècle. Jean de Châtillon est évêque d'Alette, c'est une petite cité située juste en face de Saint-Malo. Il se trouve confronté au risque d'attaque venant des anciens vikings, les Normands d'aujourd'hui. Alors, il décide de s'installer sur le rocher de Saint-Malo, plus facile à fortifier. Navires de guerre normands, hollandais, anglais, si les flottes ennemies changent au fil des siècles, la menace venant de la mer persiste durant tout le Moyen-Âge. Alors pour Saint-Malo, les remparts sont le meilleur moyen de prévenir l'arrivée de l'adversaire. La ville de Saint-Malo avait la particularité d'être gardée par les Malouins eux-mêmes. Pendant leur longue nuit de garde, le temps était fastidieux. Eh bien, il fallait s'occuper. Et ils avaient pris l'habitude d'aiguiser leurs couteaux toujours au même endroit. Donc là, vous voyez, c'est une trace séculaire qui est là depuis probablement 4 à 5 siècles. C'est un des secrets les mieux gardés des remparts de Saint-Malo. Faire le tour des remparts, c'est plonger dans la riche histoire de Saint-Malo, de la Bretagne, de la France et de l'Angleterre. La ville portuaire, du fait de sa position stratégique, est l'objet de nombreux conflits. Alors, pour être encore mieux protégé des attaques extérieures, un château, prolongeant les remparts à l'est, est érigé à la fin du XIVe siècle. Mais les ennemis du château de Saint-Malo existaient aussi au sein même des remparts. Car les Malouins avaient soif d'indépendance face au duché breton et au royaume de France. Dans la nuit du 11 mars 1590, une cinquantaine d'entre eux attaquent le château de Saint-Malo et s'en emparent à l'issue d'une bataille acharnée. La République de Saint-Malo est proclamée dans la foulée indépendante vis-à-vis de la couronne de France. Cette micronation délimitée par ses remparts durera 4 années et donnera naissance à la devise officieuse de Saint-Malo, « Ni français, ni breton, Malouin suit ». Regard rivé sur l'horizon, Saint-Malo est le port d'attache d'illustres hommes de mer, grands explorateurs tels Jacques Cartier, découvreur du Canada en 1534, pêcheurs navigants jusqu'aux bancs de Terre-Neuve. À partir du XVIe siècle,
l'activité maritime de Saint-Malo bat son plein. La cité va s'enrichir et prospérer encore plus grâce à ces fameux corsaires. Un corsaire, c'est pas un pirate. Un pirate, c'est un bandit. S'il est pris, il est pendu. Un corsaire va aller faire la guerre contre un ennemi pour le compte du roi en période de guerre. Descendant de corsaires malouins, Olivier est le propriétaire d'une des plus belles demeures d'Intramuros. Un hôtel particulier datant de 1725 qui recèle de multiples trésors. Voici une lettre de marque. Vous êtes corsaire du roi si vous avez une lettre de marque. C'est l'autorisation royale pour qu'un bateau puisse aller faire la guerre. Missionnés par le roi, les frégates corsaires prenaient le large, sucent à l'ennemi avec à leur bord près de 200 marins armés jusqu'aux dents. Celui-là, c'est le sabre absolu, quoi. Ça coupe pas énormément et c'est fait pour embaucher le voisin. Donc quand le gars est au milieu, on le retire. Suivant. Suivons Olivier dans les méandres de sa demeure. Au niveau inférieur, plus de 400 mètres carrés de galeries souterraines, lieu de stockage de précieuses marchandises. Car ces armateurs hors pair étaient avant tout de grands commerçants. Ici, il y avait la marchandise rapportée en période de paix. Des épices, du thé, du café, du cacao, des lingots d'argent d'Amérique du Sud, peut-être un peu de poudre d'or. Et donc en fait, c'est en partie grâce à la fortune des armateurs malouins que les remparts ont pu être agrandis au début du XVIIIe. Dessiné par Jean-Siméon Garangeau, l'architecte de Vauban, une nouvelle portion de rempart donnera sa touche finale à l'enceinte. Aujourd'hui, les chemins de ronde malouins s'étendent sur près de 2 km et attirent toujours plus de promeneurs à l'extérieur comme à l'intérieur des murailles. Micro-zoo, boutiques, restaurants, les commerçants malouins ont investi les remparts, comme dans cet ancien poste militaire transformé en crêperie. Les remparts offrent un panorama exceptionnel, théâtre maritime d'un ballet ininterrompu de vieux gréements. À l'instar du Renard, ultime navire armé de Robert Surcouf, le plus célèbre des corsaires malouins. Reconstruit à la fin des années 80, ce bateau légendaire emmène chaque jour une dizaine de touristes en mer. L'occasion de contempler les remparts sous un nouvel angle. On aperçoit dans les remparts une avancée arrondie, une espèce de tour qui est intégrée dans le rempart, qui est la tour Bidouane, qui est la poudrière, l'ancienne poudrière de Saint-Malo. Jean-Claude est le capitaine du Renard, skipper amoureux de Saint-Malo et de ses remparts. Pour beaucoup, les remparts, c'est fermé, ça entoure quelque chose. Pour moi, c'est une notion plus d'ouverture sur l'extérieur. C'est un appel à l'évasion, c'est le mot. Vous aussi, en ces journées européennes du patrimoine, prenez le large et venez vous enivrer du décor splendide des remparts de Saint-Malo. Le joyau de la Côte d'Émeraude, point de départ d'innombrables aventures aux confins de l'océan. Partons en direction de la côte à La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine. C'est là que se trouve le monument, ou plutôt les monuments que vous avez classés à la 3e place. Majestueusement dressés face à l'océan Atlantique, à l'entrée du Vieux-Port, les fameuses tours de La Rochelle sont l'emblème de la ville depuis près de 600 ans. Et si elles font la renommée à travers le monde de celle qu'on appelle la Ville Blanche, elles font aussi la fierté de tous ses habitants. Bernard, l'un d'eux, est tombé amoureux de ces fortifications médiévales. Il en est depuis 2 ans l'administrateur au Centre des Monuments Nationaux. Ce qui est tout à fait exceptionnel et rare, c'est l'entrée monumentale du port. Ça, c'est vraiment unique au monde. Cet ensemble de tours nous regarde depuis 6 siècles et j'espère encore pour très longtemps. Au nombre de 3 et non de 2, comme beaucoup l'imaginent, les tours Saint-Nicolas, de la Chaîne et de la Lanterne, un peu plus loin, ont été bâties dès le XIVe siècle pour protéger le fronton maritime de la ville tout en affirmant sa puissance. Du haut de ses 42 mètres, la tour Saint-Nicolas en est le témoin le plus imposant. Un donjon urbain fortifié, flanqué de tourelles, de remparts crénelés et d'archères qui recèle en son sein un véritable labyrinthe d'escaliers, de petites pièces et de couloirs. Dans cette tour, comme dans toutes les tours de La Rochelle, vit un capitaine avec sa famille, mais aussi
des soldats. Il ne fallait pas que l'un croise l'autre, ce qui explique ce dédale qui permet en fait de respecter les relations sociales. Au premier étage, la salle du capitaine est la plus somptueuse des salles de la tour. Chapiteaux sculptés, cheminée monumentale surmontée du blason de la ville, voûte à croisée d'ogives, c'est ici que vivait le maître des lieux et sa famille. Son but, défendre la ville coûte que coûte, grâce notamment à cette énorme chaîne encore visible qui pouvait être tendue à l'entrée du port. Elle a donné son nom à la tour de la chaîne. La légende veut que Gargantua ait utilisé la chaîne du port de La Rochelle pour enchaîner son fils Pantagruel, qui était particulièrement agité dans son berceau. Et peut-être que cette chaîne ici a été la chaîne du berceau de Pantagruel. À 200 mètres de là, surplombée d'une flèche octogonale de style gothique, la tour de la Lanterne est tout aussi exceptionnelle. Servant à l'époque d'amère, c'est-à-dire de repère lumineux aux navigateurs, elle est le plus vieux phare encore debout sur la façade atlantique. À l'intérieur, ces murs témoignent encore d'une histoire sombre, la tour ayant été transformée en prison du XVIIe au XIXe siècle. La roche étant assez tendre, ces prisonniers ont gravé la pierre. Alors, on a essentiellement des noms de personnes, beaucoup de dessins, de navires, une locomotive. Là, vous avez un cheval. Et ça, c'est vraiment extrêmement émouvant. En effet, l'histoire des tours de La Rochelle n'est pas romantique, mais tourmentée. L'épisode le plus sanglant étant le siège de la ville mené en 1627 par Richelieu sur ordre du roi Louis XIII, à la suite duquel les 3/4 des Rochelais périront. L'objectif du grand siège, comme on l'appelle, soumettre une fois pour toutes la capitale des protestants à l'autorité royale. Sont alors enfermés dans les tours un grand nombre de frondeurs. Jusqu'au XIXe siècle, le même sort sera réservé aux Huguenots, aux Chouans et aux Communards qui, eux aussi, se sont rebellés contre l'État. Aujourd'hui encore, beaucoup de Rochelais se passionnent pour l'histoire de leur tour. C'est le cas de Florian, un jeune graphiste et animateur 3D. Bonjour, comment allez-vous? Que Bernard retrouve sur le port des Minimes. On va aller en bateau Jusqu'au tour. Jusqu'au tour. Je suis retourné à La Rochelle, mais Et c'est parti pour une petite balade iodée à la découverte des tours telles que vous ne les avez jamais vues. Car Florian s'est fixé comme défi l'an dernier de reconstituer cette fameuse arche, méconnue mais visible sur certains croquis. C'est en visitant la tour Saint-Nicolas, au sommet, il y a la gravure de Justlich. Et j'ai découvert cette vision-là des tours de La Rochelle avec l'arche. Et je me suis dit, ça serait intéressant de refaire l'arche en 3D. Je ne suis pas architecte, on ne veut pas la reconstruire, on veut juste que visuellement, ça tienne debout. Mais on se base surtout sur des photos et les dessins, et on imagine comment ça pourrait tenir visuellement. Et cette reconstitution, la voici. Et pourtant, cette arche, bien qu'imaginée par les architectes, n'a jamais été construite. 2 raisons à cela. La hauteur de certains bateaux et l'instabilité de la tour Saint-Nicolas penchée à sa base. Édifiée sur des pieux comme celui-ci, enfoncée dans la vase, la tour s'est peu à peu affaissée. Frédéric, tailleur de pierre et chef de chantier, y vient régulièrement pour l'inspecter. On se trouve au premier niveau de la tour. Même au pas, on le sent, mais c'est encore plus flagrant avec une bille. En fait, si on met une bille au sol, on s'aperçoit que cette bille, elle descend, elle roule jusque dans le port. Un déséquilibre flagrant qui menaçait l'intégrité de la tour jusqu'à ce que des travaux titanesques ne sécurisent sa base en 2019. Depuis l'extérieur de la tour, perforant des murs de 5 mètres d'épaisseur, d'énormes tirants métalliques ont été tendus pour stabiliser le bâtiment, étayé par 8 mètres cubes de bois. Le vrai challenge, c'était d'aller vite. On n'a pas très bien dormi pendant 3 mois parce qu'effectivement, tripoter une tour de ce style-là et aussi emblématique sur La Rochelle, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est une fierté de l'avoir sécurisé. Et puis maintenant, on attend la vraie restauration pour enlever tout ça et pourquoi pas faire visiter cette pièce magnifique au public. Alors soyez patients. Et en attendant, vous pourrez toujours vous essayer à une séance de yoga au sommet de l'une des tours, découvrir des expos contemporaines dans une autre
Ou comme Bernard et son équipe, venir boire un verre le soir venu en profitant d'un panorama splendide. Alors moi j'avais demandé à ce que mon bureau soit délocalisé ici, ça m'a été refusé, c'est bien dommage, mais en fait oui, c'est l'endroit que je préfère dans La Rochelle. Et c'est vrai que c'est très agréable et puis c'est un côté assez intimiste en fait dans La Rochelle. Que vous soyez amateur de belles pierres et d'histoire ou spectateur du célèbre festival des Francopholies qui se tient chaque année au pied de ce patrimoine exceptionnel, vous devriez, c'est certain, tomber sous le charme de ces envoûtantes tours de La Rochelle. Nous voilà en Île-de-France, à 50 km au sud de Paris, pour découvrir Vaux-le-Vicomte, l'un des plus beaux châteaux de France que vous avez placé à la 12e position. Édifié à l'initiative de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, ce château et son domaine qui se déploie sur près de 500 hectares est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture classique du XVIIe siècle. Ascanio de Vaugué et sa famille sont propriétaires du château depuis 5 générations. En 1968, ils décident de l'ouvrir au public pour honorer et partager ce témoignage remarquable de la grande histoire de France. En construisant Vaux, Fouquet avait 2 objectifs, se faire une maison de famille et en même temps, il fallait aussi qu'il fasse des relations publiques parce que sa mission en tant que ministre des Finances, c'était d'essayer d'accumuler des masses considérables d'argent auprès des hommes riches du royaume et avoir un grand château a inspiré confiance et c'est comme ça qu'il a réussi à obtenir d'énormes sommes d'argent pour financer les guerres de Louis XIV. Pour faire de ce château une ode à la démesure et à la beauté, Nicolas Fouquet choisit les plus grands artistes de son temps. L'architecte Louis Levaux, le jardinier paysagiste André Lenôtre, ainsi que le peintre décorateur Charles Lebrun. Ceux-là même qui seront appelés quelques années plus tard à réaliser le château de Versailles. Leur génie, allié à l'immense fortune de Nicolas Fouquet, donne naissance à une œuvre totale. C'est un château de représentation, de fête, de plaisir. Cette façade, elle est creuse, donc ça fait une scène de théâtre extraordinaire, avec évidemment des petits carrés sculptés dans lesquels apparaissent en alternance le chiffre de Fouquet, c'est-à-dire les F croisés percés d'une flèche, et donc les écureuils, l'emblème de Fouquet, puisque le mot Fouquet veut dire écureuil dans le langage poitevin. Sa famille vient du Poitou. On retrouve ce petit animal un peu partout dans le château. Sur les tapisseries, les moulures ou en décor peint, une manière pour l'égocentrique maître des lieux de marquer son territoire. Des appartements d'apparat richement décorés expriment d'ailleurs sans équivoque le pouvoir et le goût sûr de Nicolas Fouquet. Nous voici dans la chambre des muses. Fouquet était un passionné d'art, un passionné d'artiste aussi. Cette pièce est dédiée à sa passion pour les arts. Et on y trouve dans chaque coin de la voussure du plafond 2 muses qui représentent chacune un art, donc la danse, la musique, la comédie. Et au centre, le plafond réalisé par Lebrun lui-même. Et le personnage principal qui est au centre, avec le drapé blanc, c'est la fidélité. On évoque évidemment la fidélité au roi. Et c'est dans la chambre destinée à Louis XIV que la majesté des décors atteint son apogée. Le plafond est un des plafonds les plus riches du château, avec des stucs extraordinaires, avec des anges et des ailes suspendues. Et dans le coin, on voit des lions qui sont sculptés et dorés, qui représentent évidemment la puissance de Louis XIV. Le roi Soleil n'a jamais dormi dans cette pièce, mais il s'y est reposé quelques instants lors de sa visite historique au château de Vaux-le-Vicomte le 17 août 1661. Ce soir-là, Nicolas Fouquet inaugure son château en grande pompe avec une soirée luxueuse. Au cours de cette inoubliable soirée, le roi Louis XIV, sa mère Anne d'Autriche et 600 courtisans sont conviés à une réception qui comprend un concert du compositeur Jean-Baptiste Lully, une représentation d'une pièce de Molière, ainsi qu'un incroyable repas mis en scène par le célèbre maître d'hôtel François Vatel. La soirée se termine par un grand feu d'artifice dans les jardins. La légende raconte que Louis XIV aurait été offusqué par l'étalage de tant de richesses. Vert de jalousie, il aurait donc ordonné l'arrestation du surintendant des finances. Le complot qui mène à la chute de Nicolas Fouquet est évidemment beaucoup plus complexe, mais le souvenir de cette soirée reste gravé dans l'histoire.
Lors de votre visite de Vaux-le-Vicomte, ne manquez pas de pénétrer dans le grand salon. Vous pourrez y admirer une projection du grandiose projet imaginé par Charles Lebrun pour décorer sa voûte. Un projet qui ne vit jamais le jour du fait de l'arrestation du maître des lieux. À Vaux-le-Vicomte, on propose aux visiteurs une immersion dans les cuisines telles qu'elles étaient la veille du célèbre dîner. François Vatel s'apprête alors à servir au roi une nouveauté gastronomique appelée l'ambigu. Dominique Michel, historienne de la cuisine, nous en dévoile les subtilités. L'ambigu, c'est de mettre dans une pièce richement décorée tous les mets d'un repas. Les plats chauds, les plats froids, les plats salés et les plats sucrés. Et le but, c'est d'abord d'éblouir les convives et puis d'éveiller tous les sens. On va employer les produits les plus rares, les plus chers. Par exemple, l'ananas, le roi des fruits, des truffes, ou bien sûr les huîtres, parce que vous savez qu'elles sont un petit peu aphrodisiaques. Enfin, ce qu'on disait à l'époque. Et alors, on s'en gave littéralement. Le château commémore l'effervescence des cuisines en ce soir de réception avec des mises en scène théâtrales hautes en couleurs. François Vatel pour vous servir. Dépêchez-vous. Il me faut au moins 200 macarons pour la reine Anne d'Autriche. Ces succulents macarons qui sont une mode à la cour. Tout le monde en raffole. Alors pressez, s'il vous plaît. Ça donne de la vie. C'est vrai que c'est rare de voir des cuisines de château comme ça, complètement reconstituées, animées, etc. On se croit vraiment au XVIIe siècle, quoi. Je pense que vous aimeriez goûter à ces macarons. Vous pourrez vous aussi déguster ces délicieux macarons avant de partir à la découverte d'une autre merveille du château. 33 hectares de jardin à la française magnifiquement préservés. Avec ses buis taillés au cordeau, ses allégories sculptées et son sublime parterre de fleurs, ce jardin est un joyau végétal qu'Alexandre de Vogüé, frère d'Ascanio, ne se lasse pas d'arpenter. Pour la première fois, André Le Nôtre rassemble à une telle échelle et à un même endroit les principales caractéristiques qui vont faire la définition du jardin à la française. C'est avant tout cette impression de simplicité, d'harmonie, de justesse des proportions. C'est la première fois qu'André Le Nôtre va considérer le jardin comme un élément du paysage. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'architecte paysager. Ce jardin aux allures d'œuvre d'art est entretenu par une dizaine de jardiniers encadrés par Patrick Bourgeot, chef jardinier du château. Il est magnifique, Patrick, ce parterre de fleurs cette année, bravo. Ce parterre de fleurs est une spécificité de Vaux-le-Vicomte. On plante environ 10 000 fleurs et j'ai toujours tendance à dire que tous les jardiniers, quand ils arrivent ici, ils se prennent 350 ans d'histoire des jardins sur les épaules. On essaye toujours vraiment de faire au mieux, de respecter les contraintes d'un jardin du XVIIe. Le monumental jardin de Vaux-le-Vicomte ainsi que les splendides appartements du château vous attendent pour une visite inoubliable au cœur de l'un des plus beaux témoignages de l'architecture du XVIIe siècle. C'est à Paris que je vous emmène à présent découvrir le monument de la région d'Île-de-France, la Bibliothèque nationale de France que vous avez classée à la 12e position. Situé au cœur de la capitale, le site Richelieu est le berceau historique de cette institution. Un indispensable lieu de collecte contenant pas moins de 22 millions d'ouvrages et d'objets dont l'histoire a débuté en 1643 lorsque le cardinal Mazarin décide d'y installer ses collections de tableaux, d'objets antiques et bien entendu sa bibliothèque. Après 12 ans de travaux, la BNF a enfin rouvert au public en septembre dernier. Celui-ci peut désormais pour la première fois s'émerveiller dans la majestueuse salle de lecture à l'instar de sa présidente Laurence Angèle. Elle a été surnommée par ses usagers le paradis ovale. Ça dit un petit peu tout, c'est un endroit où on se sent bien, où on a envie d'être. Une salle de lecture qui impressionne par ses dimensions. Un ovale de 43 mètres sur 32 autour d'une verrière centrale perchée à 18 mètres de hauteur. Cette salle, elle a été ouverte qu'en 1936 et elle dit par son architecture cette envie d'accueillir, elle dit aussi évidemment l'importance de la culture. Jean-Louis Pascal qui a conçu cette salle a imaginé de nommer toute une série de villes symboliques du savoir. C'est une salle donc, qui est pleine de symboles. Ici se croisent chercheurs, étudiants, touristes,
mais aussi lecteurs de tous âges, ravis de pouvoir se plonger notamment dans l'une des plus grandes collections de BD en accès libre. Des lecteurs attachés à la salle ovale qui a pu être restaurée grâce à 2700 donateurs qui ont adopté une table, une lampe ou encore une bibliothèque. Un couple qui voulait absolument associer son nom à une table en particulier parce que c'est la table où le monsieur s'était assis pour être au plus proche de la bibliothécaire pour pouvoir l'admirer et finalement faire connaissance et à la fin se marier avec elle. On voit bien qu'une salle de lecture, une bibliothèque, c'est vraiment lié à l'histoire des gens et donc il y a énormément d'histoires à raconter. Et ce ne sont pas les histoires qui manquent à la Bibliothèque nationale de France, dont le fonds s'enrichit de plus de 100 000 ouvrages chaque année grâce au dépôt légal qui impose de recueillir une copie de tout livre imprimé en France. La bibliothèque possède également de nombreux manuscrits de grande valeur, parmi eux ceux d'Émile Zola ou encore de Victor Hugo qui, à sa mort, légua tous ses écrits. Des trésors inestimables, aujourd'hui accessibles à tous, puisque ces livres sont numérisés sur le site Gallica et font de la BNF l'une des plus riches bibliothèques au monde. Alors, pour prendre soin de ces merveilles, une aile du bâtiment est consacrée aux travaux de restauration des ouvrages anciens. Des œuvres manipulées avec le plus grand soin et conservées dans des magasins où l'humidité, la température et la lumière sont consciencieusement contrôlées. Pour admirer un autre trésor du monument, il faut se rendre dans la somptueuse galerie Mazarin, classée au titre des monuments historiques, et lever la tête vers ses magnifiques plafonds. Peints au XVIIe siècle par les Italiens Romanelli et Grimaldi, ils trônent à 45 mètres de hauteur. Cet espace très long avec ces voûtes peintes, c'est une prouesse technique et c'est quelque chose qui va ouvrir d'un coup architecturalement en France une histoire neuve, à savoir que ça va se répercuter au Louvre avec la galerie d'Apollon, mais après encore plus avec la galerie des Glaces à Versailles. Alix Lavaux et son équipe franco-italienne ont travaillé pendant 10 mois pour redonner aux fresques la fraîcheur et la légèreté de leurs couleurs originelles. Un travail titanesque qui a nécessité également de réparer certaines erreurs commises lors de précédentes restaurations. Peu de temps après la mort du cardinal, c'est la nièce du cardinal qui récupère le palais. Et il se trouve que le mari de la nièce à l'époque était assez choqué par la nudité. Il a tout repeint avec des voiles de pudeur. Après ça, il y a eu Labrouste, qui est lui un architecte qui nous enlève tous les voiles de pudeur. Mais à partir de là arrivent les restaurateurs de 1978 qui disent « Mais non, c'est pas possible, il y a eu une erreur » et ils ont repeint tous les voiles de pudeur. Et donc, on a à l'intérieur de toute la galerie, en tout 4 encore qui sont couverts. Et c'est le jeu des visiteurs de savoir aller les repérer et les retrouver. 60 ans après le décès du cardinal Mazarin, Louis XV installe ici ses collections royales ouvertes au public dès le XVIIIe siècle. Des œuvres d'art sur lesquelles Gennaro Toscano, conseiller scientifique du musée de la BNF, veille avec passion. Alors, nous sommes ici dans le salon Louis XV, qui est le cabinet du roi au XVIIIe siècle, où on avait réuni les collections d'objets, de vases, de bronze et de statues. Dans ces tiroirs, on y installait des monnaies, des médailles, des camées, des bijoux. On peut dire que c'est l'un des premiers et les plus anciens musées de Paris et de France. Comme un clin d'œil au musée primitif, la BNF s'est dotée d'un nouveau parcours d'exposition. Quant à sa surprenante collection, elle comporte de nombreuses pièces qui ont fait l'histoire de France, comme le supposé trône du roi Dagobert ou le plus grand trésor gallo-romain en argent découvert sur notre sol. Une collection riche et variée, mêlant objets et manuscrits qui racontent au gré des vitrines l'histoire de notre patrimoine national. On ne connaît que 3 exemplaires de cette photographie de Rimbaud qui appartenait à Verlaine, à côté d'un poème rarissime écrit par l'auteur à l'âge de 19 ans, et puis à côté les épreuves de l'édition de ses poésies corrigées par sa propre main. Alors, si vous passez par le centre de Paris, ne manquez pas vous aussi de profiter des trésors de la Bibliothèque nationale de France dans son nouveau musée ou de vous plonger dans un bon livre dans sa merveilleuse salle ovale. Allons à présent en Nouvelle-Aquitaine à la découverte de celui que vous avez classé en 7e position, le phare de la Coubre.
Situé à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, cet édifice séculaire et majestueux est un repère essentiel pour les marins comme pour la population. Damien est le responsable du phare de la Coubre en charge de son développement depuis 7 ans. Quand j'ai découvert ce phare, j'en suis tout de suite tombé amoureux. Il est vraiment dans un écrin naturel, c'est un paradis, voilà. C'est à la fois un monument utile, une prouesse architecturale, c'est un petit peu l'équivalent de la Tour Eiffel pour Paris. Tous les jours, je profite de ce panorama. Un environnement exceptionnel qui attire chaque année près de 65 000 visiteurs. Régulièrement, Damien éclaire les touristes de passage sur l'histoire du monument. Bienvenue au phare de la Coubre. Donc vous êtes ici face à un phare d'atterrissage. Sa mission elle est fondamentale, c'est finalement de guider les bateaux dans l'estuaire de la Gironde, qui est le plus grand estuaire d'Europe. Et donc ce phare il indique le repère gauche, le repère bâbord. Culminant à 64 mètres, le phare de la Coubre est le 5e phare le plus haut de France. Il y a eu 2 autres phares avant, le tout premier en bois. En 1860, il n'a duré que 35 ans. On a ensuite construit un second phare de 50 mètres de haut en pierre de granit. Hélas, 10 ans après sa création, il est détruit face aux assauts de la mer. En 1904, pour pouvoir résister de manière pérenne aux tempêtes de la côte sauvage, on décide de bâtir un nouveau phare en béton armé. Un ouvrage de taille aux allures de fusée qui, plus d'un siècle plus tard, est toujours sur pied. Il y a quand même 300 marches à monter, donc j'espère que vos mollets sont prêts. Ah oui, quand même. À l'intérieur de l'édifice, une singularité. 7500 carreaux d'opaline bleue le protègent de l'humidité. Donc là, nous sommes à mi-hauteur, face à la barbette. C'est un feu secondaire qui clignote rouge et qui indique le très dangereux banc de sable, le banc de la mauvaise. Gare aux marins qui oseraient se frotter au banc de la mauvaise, impitoyable formation de sable au large du rivage ayant causé moult drames dans le passé. Le Germanie, le Volga ou l'Aquitaine, tous ces paquebots y ont fait naufrage, perdant au passage plusieurs membres d'équipage. En 1906, c'est un navire italien venant de Martinique avec 600 tonneaux de rhum qui se fait piéger. Une tragédie, encore une. Mais une aubaine pour certains locaux qui se ruent sur la plage pour savourer le contenu des barriques échouées. Un dernier effort. Au terme des 300 marches du phare de la Coubre, c'est la récompense. Une vue extraordinaire à couper le souffle. C'est beau, c'est très très beau. Ces couleurs entre l'océan, la forêt, la plage, c'est super. On a l'impression de voler juste au-dessus du paysage. C'est juste incroyable. J'en reviens pas. C'est quand même un petit peu impressionnant, ça donne un petit peu le vertige, hein ? Prenons encore un peu de hauteur pour découvrir au sommet la salle de la lentille. Inaccessible au public, ce lieu est le plus important du phare. C'est ici que la lumière jaillit. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Ingénieur, Christophe veille à l'entretien de tous les phares et balises de la Charente-Maritime. Aujourd'hui, il s'assure du bon fonctionnement de la pièce maîtresse du monument. C'est une ampoule de 250 watts qui permet de faire en sorte que la nuit, le phare s'éclaire et porte à l'horizon. Depuis 2009, au phare de la Coubre, il n'y a plus de gardien. L'ouvrage est totalement automatisé et donc à la tombée de la nuit, ce phare éclaire à 28 000, ce qui représente 52 km. Pour que la lumière puisse avoir une telle portée, une seule ampoule, aussi puissante soit-elle, ne suffirait pas. Ce sont ces lentilles dites de Fresnel qui vont concentrer les rayons lumineux et accroître leur diffusion. Inventées en 1822 par le français Augustin Fresnel, ces lentilles font briller les phares du monde entier. Grâce à elles, la portée qu'on pouvait avoir autrefois sur les phares va être multipliée par 3. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ici, 2 rayons successifs sont projetés au large toutes les 10 secondes. Ce laps de temps entre 2 éclats est la signature, l'identité du phare de la Coubre. Le soleil se lève sur la côte sauvage. Si le phare vient de s'éteindre, les surfeurs sont déjà réveillés pour profiter des premières vagues de la journée. Parmi eux, Firmin, enfant du pays, jamais très loin du monument.
J'ai grandi ici, donc j'ai appris à le voir tout le temps. C'est le monument de la Côte Sauvage. C'est un petit repère pour les surfeurs. Quand il n'y a pas trop de houle comme aujourd'hui, on sait qu'en se rapprochant du fort, on va trouver des petites vagues pour pouvoir surfer un petit peu. Surfeur à 16 heures, Firmin est avant tout photographe professionnel. Ah ouais, là c'est vraiment sympa, la percée, pile entre les arbres. Ouais, super. Son modèle favori, le phare de la Coubre, dont il tire le portrait dès qu'il en a l'occasion. Là, ce qui est bien avec ce phare, c'est qu'on le voit vraiment partout. On le voit depuis la plage, depuis les marais, là maintenant dans la forêt. Peu importe l'endroit où on se trouve, il a toujours un charme qui va être différent et ça change tout le temps, les photos elles sont tout le temps différentes. Ébloui par sa beauté, Firmin a déjà réalisé des centaines de clichés. Le phare il est vraiment photogénique. En termes de créativité artistique, on peut vraiment trouver encore plein de façons de lui rendre ce qu'il nous donne. Pour Giben aussi, le phare est une source d'inspiration. Figure du beach art, l'art de dessiner sur le sable, l'artiste royannais s'épanouit au pied du monument. Le terrain de jeu, pour un art comme le mien, il est assez incroyable parce qu'on est vraiment sur des superficies de malade. C'est des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Des fois, c'est rigolo parce que quand je suis là, en plein hiver, par exemple, je suis tout seul avec le phare. Et donc, on peut le personnaliser quelque part, on se sent moins seul, quoi. Il y a ce truc-là. Si l'art de Giben est éphémère, il en va hélas de même avec le destin du phare. La faute à l'érosion des côtes. Construit à l'origine à 2 km de la mer, le monument se situe aujourd'hui à marée haute, à 150 mètres du rivage. Il faut carrément en profiter pendant qu'il est encore là et que les gens puissent continuer à rêver avec ce panorama et voilà. Vous aussi, venez admirer le phare de la Coubre, sentinelle maritime et grandiose aux portes de l'océan. C'est en Île-de-France que se trouve celui que vous avez classé 10e, le château de Fontainebleau. Vaste de 45 000 mètres carrés, cet édifice grandiose fut la résidence secondaire des rois et des empereurs français. Façonné par les goûts des souverains, ce château hors norme raconte 9 siècles d'histoire, d'architecture et d'art. Damien est le directeur de l'accueil et des publics du monument. Il y travaille et y réside depuis 5 ans, avec toujours le même émerveillement. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on peut mesurer ici très facilement l'épaisseur du temps, puisque nous avons accueilli 34 rois, 2 empereurs, un pape, qui en ont fait leur lieu de villégiature. Je n'ai toujours pas fait le tour des 1500 pièces qui le composent. C'est un château unique au monde. C'est ici, dans cette cour, qu'est posée au XIIe siècle la première pierre du château. Un palais médiéval où le roi Louis VII, entre 2 chasses, se reposait dans son donjon. 400 ans plus tard, l'édifice change de dimension. En 1528, François Ier hérite du château de Fontainebleau qu'il décide de transformer, d'agrandir en construisant des aménagements spectaculaires, parmi lesquels la galerie dans laquelle nous nous trouvons. C'est un grand couloir destiné à relier les appartements royaux au couvent juste à côté. Et en réalité, c'est beaucoup plus qu'un couloir, c'est une démonstration d'art. Fresques, stucs, boiseries, homme de goût ambitieux et érudit, François Ier s'offre les peintres de la Renaissance pour décorer sa galerie. On voit également dans la galerie la signature de François Ier, à la fois par le F et par la salamandre, son animal emblème. On raconte que François Ier était si fier de cette galerie qu'il conservait la clé sur lui, qu'il était le seul à pouvoir faire venir ici ses invités. Il était là pour impressionner ses convives, c'est certain. Non loin de la galerie se dévoile une autre pièce, elle aussi très prisée par François Ier. Cette pièce a été transformée en cage d'escalier au XVIIIe siècle, mais les décorations sont encore là pour nous montrer la chambre de la duchesse d'Étampes, maîtresse de François Ier, avec toute une thématique autour de la conquête féminine. Vous voyez tout autour ces cariatides en stuc qui montrent des silhouettes très élancées, qui vantent la beauté féminine et la beauté des lignes. Le message est limpide. À la fin du XVIe siècle, c'est au tour d'Henri IV d'investir les lieux. Si le roi bâtisseur ajoute 3 nouvelles ailes au château, son plus grand plaisir se situe dans cette bâtisse.
sommes ici dans la plus ancienne salle de jeux de paume toujours en activité en France. Elle a été construite en 1601. Le jeu de paume, aussi appelé le roi des jeux, Guillaume en est l'ambassadeur à Fontainebleau. As de la raquette, il est le maître paumier du château. Bonjour Damien. Bonjour Guillaume. Le match s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, c'était un beau match. Ouais. Oui. Bon, alors, la raquette que tu tiens, est-ce qu'elle a changé depuis Henri IV? Alors, c'est pas exactement la même, c'est un matériel moderne. Ce qui n'a pas bougé, c'est qu'elle est toujours faite en bois et faite artisanalement. Et la chose qui est très importante, c'est que le tamis est tout petit au jeu de paume. Il reprend la surface de la paume d'une main avec laquelle on jouait à l'origine. Le jeu de paume a été tellement populaire qu'il a marqué la langue française. Donc, la galerie, c'est les espaces qui sont sous les ponts inclinés, sous les toits, où se placent les spectateurs, et un joueur de jeu de paume essaye de faire la meilleure partie possible pour amuser, épater la galerie. Épater la galerie. À Fontainebleau, Henri IV en était friand. C'est ainsi qu'il construit à l'extérieur du château une pièce d'eau monumentale d'1,2 km de long pour 40 mètres de large, le Grand Canal. Ce Grand Canal, c'est l'un des plus grands chantiers d'Henri IV à Fontainebleau. Il a fallu 3 ans pour le construire et 8 jours pour le remplir. Et Henri IV surveillait lui-même les travaux, c'est dire combien il y était attaché. Sa volonté était double, il y avait à la fois le fait d'embellir le jardin et le fait d'offrir un plan d'eau pour des jeux aquatiques. Et d'ailleurs, rien n'était trop grand pour Henri IV, qui avait fait venir un véritable navire, une galère, pour son fils, pour pouvoir jouer sur ce plan d'eau. Vraie demeure des rois, maison des siècles, comme aimait à le dire Napoléon Ier, Fontainebleau fut aussi le théâtre d'événements majeurs de l'histoire. En 1814, l'empereur, qui a installé sa salle du trône au château, doit partir en exil sous la pression de ses adversaires. Dans une mise en scène empreinte de gravité, il descend le majestueux escalier en fer à cheval pour dire adieu à sa garde. L'escalier entre dans la légende et la cour d'honneur, renommée cour des adieux, résonne encore des ultimes pas de l'empereur. Mais le faste à Fontainebleau n'a pas dit son dernier mot. En 1852, l'Empire est à nouveau proclamé et Napoléon III et Eugénie réinvestissent le château de Fontainebleau. Fontainebleau redevient un lieu de plaisir et de fête. De très nombreux artistes sont invités, des poètes, des musiciens, avec très souvent des feux d'artifice qui permettent de célébrer les victoires de l'Empire. Et donc Fontainebleau vit toute sa splendeur. Un trésor qui brille encore plus sous le Second Empire, car Napoléon III va ordonner la réalisation d'un véritable joyau, le théâtre impérial. Ce théâtre est un lieu exceptionnel qui reflète toute la poésie et la fantaisie du Second Empire. C'est une véritable bonbonnière. Il n'y a eu que 16 représentations. Il est resté longtemps comme une belle endormie et on a l'impression que la cour vient de partir. À Fontainebleau, l'art du spectacle a traversé le temps. De nombreux concerts y sont régulièrement organisés, comme aujourd'hui au sein d'une des 3 chapelles du château, avec la violoncelliste Diana Ligeti. De passage en Île-de-France, parcourez des siècles d'histoire en visitant le sublime château de Fontainebleau, chef-d'œuvre monumental de notre patrimoine.